Bienvenue dans cette formule. On teste en fait compte pour le réseau ressources des formules de petit déjeuner. C'est la première que l'on fait, donc en distanciel. L'idée, ça serait de faire six petits déjeuners, six formules matinales en fait dans l'année, plus une ou deux en présentiel pour se retrouver et puis pour pouvoir échanger de manière un peu plus cordiale sur nos sujets d'actualité. Petit déj ce matin sur les outils numériques au service de l'intelligence collective. Il y aura une deuxième matinale qui est programmée le 6 juillet avec l'Union du groupement d'achat public, notre juriste, sur la transition écologique au travers de la commande publique. Comment faire évoluer la commande publique pour prendre en compte la transition écologique. Donc on va discuter de ça avec trois invités le 6 juillet, une matinale un petit peu plus longue qui sera sur une formule 9h, 10h30. Enfin, l'idée, c'est de ne pas dépasser 1h30 pour que chacun soit libéré pour ses activités après. Donc ce matin, on s'était dit que c'était pas mal après notre vie en distanciel à travers les écrans de voir comment on pouvait vivre après ça. Ces outils numériques qui étaient vraiment un plus pour l'intelligence collective. Donc ce qu'on voulait ce matin, c'était inviter deux acteurs du numérique, Valentin à travers Open Source Politique et tout ce que vous menez dans le groupe Open Source Politique sur la partie concertation digitale, etc. Et Gabriel autour des outils numériques au service de l'intelligence collective, plutôt au niveau de l'animation, des projets collaboratifs, du post-it numérique, etc. etc. Chacun s'adresse à deux cibles différentes, une plutôt collaborateur direct pour monter des solutions et l'autre plutôt démocratie locale, projet collaboratif pour trouver des tendances au niveau de la foule, l'intelligence de la foule, l'intelligence de groupe, comment elle peut se matérialiser. Donc je vais laisser Gabriel se présenter et après on va aborder les thèmes. On a 45 minutes, 1 heure à passer ensemble. On enregistre cette petite matinale pour faire un podcast après qui pourra servir pour tout le monde, pour s'acculturer à ces outils. Je laisse Gabriel se présenter son activité. Bonjour. Alors, je vais essayer de faire rapide pour pas qu'on passe des heures là-dessus. Moi, j'accompagne les entreprises et les assos, alors plutôt les petites, à grosso modo deux sujets qui sont côté organisation, la mise en place d'outils numériques quand c'est nécessaire et création de sites internet. Voilà, et c'est pour ça que là, je vais intervenir surtout sur la partie mise en place d'outils, que ce soit collaboratif ou d'organisation. Je vais laisser la parole à Valentin. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Valentin Chaput, moi je suis l'un des fondateurs d'Open Source Politics, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a désormais 4 ans. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner des organisations, alors très majoritairement des institutions publiques, mais aussi quelques autres organisations, dans des démarches de démocratie participative en ligne. On verra après qu'elles ne sont pas que en ligne, mais notre métier, c'est vraiment d'aider ces organisations à se doter de plateformes, d'outils numériques pour étendre le champ de la participation. Et donc, on a des prestations techniques d'installation, de mise à jour, de maintenance, etc. Et puis, on a des prestations de conseil pour accompagner ces démarches. On va y revenir juste après. Voilà. Et donc, notamment, on travaille avec Decidim, qui est un logiciel libre qui a été créé par la mairie de Barcelone et que nous déployons maintenant donc, pour plus d'une 50aine de structures. Merci pour cette présentation. Donc, on va rentrer un peu dans les activités de chacun à présent. Donc, on a vu pendant cette période de confinement comment monter des séances d'intelligence collective avec des collaborateurs, comment essayer en fait de faire émerger des idées, des tendances avec les outils qu'on avait avant, des outils post-it, des outils en fin de compte collaboratifs. Donc, je vais laisser la parole à Gabi, on revient vers elle pour voir un peu le bon outil pour le bon usage, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a profité de cette temporalité du confinement pour benchmarker en fin de compte tout ce qui existait sur le marché en termes d'outils de réunion? Parce qu'on en a un ce matin, c'est Meet. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est bon, l'autre moins bon par rapport à ces outils collaboratifs des grands groupes, Microsoft, Google, etc., etc. Après ce benchmark actif en fin de compte pendant le confinement, qu'est-ce qu'il en ressort, Gabi, en termes de résultats?
Alors là, je vais faire la réponse un peu facile, mais globalement, il n'y a pas, il y a pas vraiment de bons outils. Enfin, il n'y a pas le bon outil absolu, et c'est valable pas que pour les outils de visio, c'est un peu valable pour tous les outils. Faut plutôt inverser, c'est savoir de quoi on a besoin. Et ensuite, on trouve l'outil adapté ou non d'ailleurs. L'idée, c'est que effectivement, là, pendant les 3 mois, tous les outils un peu visio, un peu visioconférence, etc., en plus développer leur solution pour être le premier, le plus adapté, etc. Ce qu'il faut vraiment voir, mais encore une fois, c'est valable sur tous les outils, c'est se poser les questions de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un outil qui soit gratuit? Est-ce qu'on veut un outil qui soit en open source? Est-ce qu'on veut un outil pour qui, pourquoi? En fait, faut vraiment, avant de choisir l'outil, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut pouvoir enregistrer? Typiquement, moi, je ne vais pas conseiller la même chose à une asso qui a profité du confinement pour faire énormément de formations. En fait, eux, ils avaient besoin de pouvoir enregistrer et surtout, ils avaient besoin, leur public était un public qui n'était pas forcément hyper habitué à la visio par Internet, à l'utilisation des outils. Donc, en fait, le premier critère après de pouvoir enregistrer, c'était le truc le plus simple possible. C'était pouvoir cliquer, que ça soit possible très rapidement, sans avoir besoin de s'inscrire, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, en fait, on ne va pas forcément proposer la même chose à ces personnes que, par exemple, une entreprise qui va avoir besoin de faire un Word Café pendant le confinement. Donc, ça veut dire avec des sous-groupes, avec une possibilité de changer les sous-groupes, sans demander aux gens de dire, bon, OK, là, vous cliquez là, puis dans 37 minutes, vous revenez, etc. ici. Donc, par exemple, Zoom, là-dessus, est plutôt bien fait. Une entreprise qui va vouloir quelque chose de facile, il peut y avoir Jitsi, il peut y avoir Meet. Donc, encore une fois, là, le benchmark a permis de faire ressortir quelques 5 ou 6 outils un peu du lot, mais il n'y a pas le bon outil qui est absolu et pour tout. D'accord, donc en fin de compte, le choix qu'on a fait nous au titre du collectif avec Meet est un choix d'enregistrement, puisqu'on peut enregistrer, de simplification de connexion, parce qu'en fait on envoie un lien, on clique dessus et on n'a pas besoin de télécharger une interface. C'est pour ça qu'on a pris ce choix-là, en fait, je suppose, quoi. Exactement. Et puis c'est surtout là, on joue, mais comme encore une fois, sur beaucoup d'outils, sur simplicité versus fonctionnalité. Là, on a pris l'outil qui va vraiment côté simplicité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vote en ligne, on n'a pas le tableau blanc qui est relié, on n'a pas le partage des documents, on n'a pas plein de fonctionnalités. Mais l'avantage, c'est que les gens, ils arrivent, il y a exactement 3 boutons, j'exagère un peu, qui sont couper son micro, couper sa caméra et raccrocher. Donc, il n'y a pas besoin de faire 50 choix et il n'y a pas besoin de commencer par 10 minutes de présentation en disant « Ok, alors, si vous cliquez là, vous arrivez à ouvrir tel truc qui vous permet de voter si vous parlez à telle personne. » Le chat, il y a une seule fonctionnalité qui est parler à tout le monde. Il y a certains outils qui vont pouvoir permettre de ne parler qu'à certaines personnes, qu'aux personnes qui présentent. Donc là, on est vraiment, pour moi, sur les outils de visio, alors encore une fois, sans parler là où on va plus loin sur l'histoire de est-ce qu'on veut passer ou non par les GAFAM, parce que ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser un peu au moment du choix de l'outil. D'ailleurs, on a fait le choix de vraiment de mettre la barre côté simplicité parce que en fait, en fonctionnalité, on n'a pas besoin d'avoir des sous-groupes, on n'a pas besoin d'avoir un système de vote, on n'a pas besoin. Et du coup, on a fait le choix sur le Meet en se disant que le jour où on a besoin d'un outil en plus, que ce soit un atelier post-it, d'un truc de vote, etc., on ira en parallèle. En fait, on ajoutera cette fonctionnalité via un autre outil. Ok. Donc si on est totalement allergique au GAFA, qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe énormément, ça pour le coup, de logiciels libres et qui sont plutôt très bien faits. Alors, c'est pareil, c'est parce qu'il y a l'histoire de passer ou non par les GAFAM, mais il y a aussi l'histoire de vouloir passer par du local, du français ou non, européen ou non, etc. Donc là, des logiciels libres, il y en a beaucoup. Framasoft, qui est quand même plutôt, enfin, un des plus connus du secteur. C'est vraiment en fait des questions à se poser. Et puis il y a la question de la gratuité aussi.
la phrase un peu facile de quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Ce qui est un peu particulièrement valable aussi avec les GAFAM, qui permettent, vu leur budget, un certain nombre d'outils qui, je sais pas si c'est malheureusement, mais qui sont très très bien faits, très pratiques, adoptables par beaucoup, utilisables même sur les vieux navigateurs, etc. Après, c'est la question de se dire à quel prix je suis prêt à mettre pour passer par on va dire, la liberté de ne pas passer par des GAFAM ou par des logiciels qui récupèrent notamment les données ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une vraie question aussi à se poser de la gratuité versus notre, c'est un peu lourd comme mot, mais éthique, en tout cas nos choix avant ça. Il n'y a pas de mauvais choix dans l'absolu, c'est juste avoir conscience en fait des choix qu'on fait. C'est pas se dire on prend cet outil sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est ok, on prend cet outil, je sais qu'il est gratuit, je sais qu'il y a un GAFAM derrière, mais c'est parce que, par exemple, je pense à une association avec laquelle je bosse, au niveau budget, ils n'ont pas énormément de budget et eux, ils vont faire le choix de se dire ok, on sait qu'on passe par les GAFAM, mais à côté de ça, ça nous permet de faire participer énormément de gens. Ils n'ont pas le budget d'investir dans des grands logiciels qui sont payants, etc. On va passer à Valentin. Donc, Valentin, fait votre outil, c'est la plateforme Decidim. Peut-être en dire un mot de la genèse de cette plateforme et puis voir par rapport. Est-ce que le confinement et la période Covid a changé, vous, votre relation aux collectivités locales et aux citoyens final? Oui, très bien. Merci pour ces deux questions. Alors, Decidim, déjà l'étymologie, c'est un terme catalan qui veut dire nous décidons. Et ça décrit assez bien l'ambition de la plateforme. Donc, c'est la mairie de Barcelone qui a créé cet outil en 2016 avec l'objectif de construire un plan d'action municipal. Donc, on se place dans le contexte du premier mandat d'Ada Colau, qui est la maire actuelle de Barcelone. Du coup, un de ses engagements, c'était d'avoir une démarche très ouverte et de permettre aux citoyens de contribuer avec leurs propres idées à l'élaboration des politiques publiques. Et donc ça a été rendu possible donc par Decidim. Petit à petit, la plateforme a grandi et dès le départ, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le choix politique qui a été fait par la mairie de Barcelone, c'est de créer un logiciel libre qui permet finalement à n'importe qui à travers le monde de se saisir de la base de code source de la plateforme, donc de tous les fichiers qui font fonctionner la plateforme, et de pouvoir les exécuter librement. Et donc, les installer sur un serveur propre et les exécuter librement. Et donc, depuis, il y a plus de 300 structures dans le monde qui se sont saisies de Decidim. Il y en a vraiment maintenant une quinzaine, une vingtaine de pays. Et nous, finalement, on est une branche de cette communauté-là qui s'est spécialisée sur les usages francophones, donc en France, en Belgique, un petit peu aussi en Afrique francophone. Et donc, ensuite, faut voir ce projet Decidim comme vraiment un portail concret et dans lequel on peut, un peu comme avec un jeu de construction, venir ajouter des nouveaux espaces participatifs. Et donc, on va pouvoir créer autant d'espaces qu'on le souhaite. Ces espaces vont être rythmés par un calendrier d'étapes, c'est-à-dire qu'on va dire du 24 juin au 14 juillet, on collecte des propositions, puis ensuite on va les analyser jusqu'à fin août, puis on aura un vote en septembre. Et donc, dans ces espaces, on va activer des fonctionnalités, du dépôt de propositions, des questionnaires, un agenda de rencontres, on va pouvoir venir documenter, des modules de vote, des pages de présentation, des pages de blog, etc., etc. Et donc, ensuite, à nouveau, c'est comme un jeu de construction, on va pouvoir créer des démarches sur mesure pour s'adapter à des contextes différents. Donc, je disais tout à l'heure, on a des petites collectivités qui vont faire des budgets participatifs, on a à l'échelle nationale des consultations publiques qui vont se faire sur plusieurs thèmes en parallèle. Dans une entreprise, on va avoir des espaces privés avec visibilité restreinte, liste d'utilisateurs, qui vont permettre de prendre des décisions, de faire des petits votes internes, etc., etc. Et donc,
c'est vrai que c'est des solutions qui aujourd'hui sont mûres, sont matures, qui ont été déjà utilisées à grande échelle. Finalement, le contexte du confinement a apporté un nouveau regard sur ces outils, parce que c'est vrai que nos interlocuteurs, très régulièrement, et c'était aussi notre discours, partent du principe que la démocratie numérique, donc ces plateformes, ne doivent pas remplacer ce qui peut exister au préalable sur le terrain, avec des événements, des réunions publiques, d'autres moyens d'expression, potentiellement quand il y a des votes ou quand il y a des appels à propositions, avoir des dispositifs en papier, en physique, dans les lieux publics. Et donc ça, nous, on a toujours fait en sorte que nos démarches viennent en plus, que nos outils soient une autre modalité de participation, mais que ça se combine bien avec ce qui est fait localement et en physique. Et en réalité, évidemment, avec le confinement, on s'est aperçu que beaucoup d'acteurs ont été obligés d'utiliser ces outils pour suppléer au fait qu'ils ne pouvaient plus organiser des événements en physique. Alors, du coup, là-dessus, nous, on avait l'avantage d'avoir déjà des outils qui peuvent fonctionner. On manque un peu de recul pour savoir si, justement, on a réussi à toucher des acteurs et donc notamment des citoyens, qui auparavant passaient par des dispositifs physiques parce que les outils peuvent être trop complexes ou pas correspondre à leur usage. Donc ça, on pourra sans doute y revenir après dans les questions, dans les discussions. Une question par rapport à ça, Ouais. par rapport aux outils. Ouais. Est-ce que, mettons, quand on n'a pas une démarche assez dynamique de l'utilisation de l'outil, est-ce que spontanément, vous pouvez envoyer des gens avec des tablettes, interviewer les gens dans la rue Exactement. pour faire un vote un peu plus dynamique? Exactement, donc ça c'est ce qu'on fait en temps normal, c'est-à-dire qu'on encourage nos clients et nos partenaires à faire ça, c'est-à-dire que de toute façon on sait que les démarches de participation citoyenne, leur succès est proportionnel à la communication et aux efforts qui sont faits pour la diffuser, parce qu'en général il y a assez peu de gens qui l'attendent et qui vont venir spontanément participer. Il faut essayer d'aller chercher un petit peu le public là où il est. Et du coup, ça fait une grande variété de modalités de participation et potentiellement d'endroits où il faut être présent. Et donc, en temps normal, on essaye de justement d'avoir... Alors, il y a des systèmes de connexion simplifiés sur le terrain, etc., qui permettent, par exemple, à des agents d'une collectivité ou à des consultants qui sont sur le terrain lors d'une consultation ou lors d'événements publics, d'avoir juste un écran, une tablette, un ordinateur et d'encourager la participation spontanée en direct. Ça, donc, on arrive à le faire un petit peu en temps normal. Et là, évidemment, on est dans un contexte où ça reste compliqué de le faire. Et donc, pour cela, on essaye d'adapter un petit peu l'outil. Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu, surtout pendant le confinement sur Decidim, c'est plutôt des usages, c'est-à-dire des démarches un peu différentes. C'est-à-dire que là où auparavant, on avait des appels à idées sur la rénovation d'un quartier, on a un petit peu transformé le dispositif pour faire des appels à bénévolat, par exemple. Et donc, on a des habitants, on a plusieurs exemples de villes françaises, à Angers, on a fait un petit peu dans le nord de la France aussi, on l'a fait à Nanterre, etc. C'est-à-dire que c'est la plateforme de démocratie participative de la ville qui a été utilisée pour que des habitants puissent tout simplement déclarer qu'ils étaient disponibles pour faire telle ou telle chose dans tel quartier pendant le confinement, notamment apporter des courses pour des personnes âgées ou venir faire des livraisons, ou etc., etc. Enfin voilà, des petits services. Et la plateforme a servi à mettre en relation ces personnes-là avec soit directement des demandeurs, soit en général plutôt des associations qui ensuite se chargeaient, ou des services de la ville, qui ensuite se chargeaient de la reprise de contact et de l'organisation logistique sur le terrain. Voilà. Et donc, on voit qu'en fait, et je pense que Gabriel sera d'accord aussi sur l'aspect adaptable d'un certain nombre d'outils. Avec un peu d'ingéniosité, on arrive à partir d'usages qui sont un petit peu différents au départ et à les transformer pour s'adapter à un contexte un peu particulier. Alors, toute la question maintenant, c'est de savoir, dans les mois à venir, et du coup, ça concerne un peu tout le réseau que nous constituons, dans les mois à venir, comment vont se passer les démarches participatives. Est-ce que ça va être à nouveau très compliqué d'organiser des événements
d'être présent sur le terrain, d'aller à la rencontre des participants. Et si oui, si on sait que c'est compliqué pendant les prochains mois, comment on fait pour attirer plus de monde vers les outils numériques? Donc, ça veut dire à la fois les faciliter, hein, potentiellement proposer du support en direct à certains utilisateurs pour les aider, avec des partages d'écran, avec un certain nombre de choses. Mais parfois, la barrière d'accès est encore plus bas pour les participants. Et puis ensuite, comment on fait en sorte que on arrive à capitaliser beaucoup plus sur les résultats qu'on obtient avec ce genre d'outils. C'est-à-dire comment les acteurs publics vont aussi davantage rendre compte sur ces plateformes de ce qu'ils peuvent faire, puisque quand on se balade à l'échelle locale, évidemment, on a des panneaux qui signalent des travaux, des projets de rénovation urbaine un petit peu partout. Bon, si on peut plus se balader ou si on peut plus les mettre en valeur de la même façon, comment on fait pour que l'outil numérique intègre ces informations, garde un fil rouge d'une démarche, etc., etc. Et donc, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on essaye de réfléchir un petit peu avec un certain nombre de nos clients pour faire en sorte de s'adapter au contexte sanitaire un peu particulier et assurer une continuité de la participation citoyenne sur des outils comme Decidim. Oui, on voit en fin de compte, dans tous les cas, dans le collaboratif direct qu'on a dans tous nos métiers en ce moment, on a plutôt tendance à préparer des réunions en distanciel qu'en physique. C'est-à-dire qu'on a découvert cette facilité, en fin de compte, de 2 clics, en fait, et de dire tu es libre. Hier, j'ai fait ma deuxième réunion qui n'était pas distanciée, quoi, depuis la fin du confinement. Et on a pris cette habitude, en fin de compte, de partir sur le distanciel en disant que c'est plus dynamique et quelle limite on met dans tout ça. Alors, on a un petit peu de temps là pour faire quelques démos parce que c'était intéressant de montrer. Oui. Ce qu'on s'était dit ce matin, est-ce que Gabriel, tu peux nous faire une petite démo peut-être du post-it numérique c'est jouable. Ouais, on va faire même plus que démo, on va faire démo participative. On peut faire une petite démo light, participative. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous envoyer un lien comme ça. On va faire le combo. Hop, alors là, on va prendre un des outils, je pense que beaucoup vous connaissez, qui est l'outil le post-it, parce que ça, c'est une des grandes questions de, OK, alors les ateliers post-it, les machins, etc., comment on fait pendant le confinement? Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, je retrouve mes post-it. Hop. Alors, l'idée de l'outil Métro Rétro, alors encore une fois, je ne vais pas refaire le topo sur, il y a plusieurs outils de post-it, il y a plusieurs en fonction de ce que vous voulez faire, etc. Celui-là, alors là, moi, je vais passer en mode build pour faire un deuxième tableau blanc avec, on va appeler les outils d'organisation. Hop. Et j'ai proposé à chacun de mettre en fait les outils qu'il connaît. Sur chacun. Donc là, voilà, il y en a qui ont déjà commencé, ils connaissent. C'est très simple, il faut double-cliquer pour créer un post-it et on écrit dedans. Après, on peut déplacer le post-it. Il faut penser à partager les notes en bas. Alors, voilà, exactement. Vous avez en bas Your Sticky Notes at Private, c'est le de base, parce qu'en fait, ça peut servir pour certains ateliers. Je pense à des ateliers où normalement, quand on est en présentiel, chacun a son post-it dans son coin et ensuite va l'afficher. C'est aussi possible de le faire, de dire que pendant X minutes, les personnes sont en mode privé et au moment de partager, tout le monde met ses notes en public. Alors ça, c'est un outil qui sert énormément parce que, comme disait Valentin, sur comment on va twister aussi certains outils qui ne sont même pas forcément faits pour ça à l'origine. Mais en fait, on va trouver un nombre d'applications. Moi, j'en ai encore découvert hier avec une personne qui avait détourné, on va dire, pas utilisé sur l'usage premier les post-it. Alors, je vais faire un tour très rapide des trucs possibles. Donc, il y a des histoires. Donc, le truc, c'est que quand vous êtes l'organisateur ou l'animateur, vous préparez en amont, c'est-à-dire vous pouvez mettre différents tableaux avec différentes couleurs d'ailleurs de post-it qui vont se mettre dessus pour pouvoir mieux faire. Vous pouvez mettre du texte, un titre, etc. Donc ça, vous préparez un peu votre organisation du travail en amont. Une fois que vous avez fini, vous pouvez inviter les gens en partageant l'URL. Donc là, c'est on va dire une des limites de cet outil, c'est que il faut être connecté. Ce n'est pas anonyme. Il y a des outils de post-it qui sont anonymes.
Là, une fois que les gens sont connectés, ils comprennent assez facilement le double-clic pour rajouter un post-it, pouvoir le placer dans un autre tableau, penser sur les notes publiques et globalement, les gens sont prêts à l'utiliser. Après, vous pouvez aller un peu plus loin sur effectivement, on peut faire des groupes, des sous-groupes à l'intérieur même d'un tableau. Pendant qu'en fait, on fait les restitutions, alors là, je parle vraiment sur l'utilisation atelier, par exemple. Au moment de la restitution à la fin, on peut se servir des flèches pour dire, attention, là, on est en train de parler de ce groupe-là, des idées. Là, on va passer au tableau les idées d'organisation, etc. Dans les trucs qu'on parlait, il y a les options de commentaires sur un post-it en disant « Ok, c'est une bonne idée, etc. » Il y a les outils de réaction, donc on peut rajouter en disant « Celui-là, bof, celui-là, très content ». Les outils de vote, à la fin, encore une fois, je pense atelier ou prise de décision en réunion, ça peut passer par un brainstorming, et chacun met toutes ses idées, pendant que l'animateur ensuite va ranger un petit peu en fonction. Et à la fin, on dit, OK, vous avez 5 minutes pour voter pour vos 3 idées préférées. Et donc, on peut faire de la prise de décision comme ça. Après, les développeurs se sont amusés effectivement à faire les confettis, qui n'ont pas d'utilité dans l'absolu, mais qui peuvent servir. Qui est pas mal. On a beaucoup utilisé Écologie urbaine pendant un confinement pour animer des groupes. Et en fait, avec Chloé, on connaît bien le dossier, mais ça s'est plutôt très bien passé. Avec des gens des fois un peu paniqués, mais ils sont paniqués, on écrit le post-it à leur place, ça les rassure. Et ça permet de toujours garder, en fait, cet esprit créatif et collaboratif. Les gens ne se sentent pas exclus parce que leur idée, même s'ils n'ont pas pu l'écrire, on l'écrit à leur place, on place le post-it, donc ils ont participé. Jusqu'à combien... Pardon. Jusqu'à combien de personnes on peut utiliser cet outil? Alors, des flux uniques. C'est une bonne question. Il faudrait que j'aille voir. Je n'ai jamais réussi pour l'instant à atteindre les minutes, mais c'est une bonne question. Sur le PDH, là, avec du Nord, avec Ville et Habitat, on est en train de l'utiliser, là. On a des groupes de 40, mais il y a plus de 100 inscrits. Donc, mais après, on a fait 6 ou 7 groupes de 20 à 30 personnes. Ça marche bien, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème de... Non, il y a toujours ceux qui n'arrivent pas à se connecter, qui ont des difficultés, voilà, pour qui le numérique c'est compliqué, quoi qu'il arrive. Donc, avec le partage d'écran, en fait, on résout ce problème-là. Puisque ceux qui n'y arrivent pas, on leur dit, il n'y a pas de problème, vous donnez vos idées dans le chat et on écrit pour vous, quoi. Ok, d'accord. Exactement, et je vais même aller plus loin, c'est que par exemple, avec des personnes malvoyantes, c'est des outils, alors notamment sur le numérique, c'est compliqué, c'est un des trucs que je suis en train de chercher, de comment, sur l'inclusion, notamment par rapport aux personnes malvoyantes, parce que beaucoup d'outils numériques sont vraiment centrés sur la visualisation. Et donc, c'est comment utiliser ces outils avec des groupes où il y a des personnes malvoyantes. Et donc, ça peut se faire, après, encore une fois, ça dépend de l'outil, ça dépend. Mais typiquement, là, les post-it, moi, je m'en suis servie déjà avec une personne aveugle et en fait, où on était en duo, c'est-à-dire que la personne, elle me donnait ses post-it à écrire sur le groupe. Et après, ce qui est important, c'est au moment de la restitution, c'est-à-dire de vraiment, effectivement, lire les différents post-it pour les personnes soit qui n'ont pas pu se connecter, soit qui n'y voient pas, etc. Voilà un peu pour les post-it. Bon, là, on a fait rapidement, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est un outil qui, effectivement, s'adopte assez vite en général, surtout si vous faites sur plusieurs ateliers ou plusieurs réunions. Les premières fois, c'est toujours un peu les mêmes qui vont participer. Et en général, deuxième ou troisième fois, les personnes sont beaucoup plus à l'aise, ont réussi à faire d'avoir à la fois la visio et le truc de post-it ouvert. Et donc, en général, c'est un des outils qui est plutôt bien adapté, sachant que sur les post-it, il y en a d'autres qui vont être plus libres, qui vont permettre aux personnes de ne pas forcément avoir besoin de s'inscrire, mais qui ont d'autres limites. Enfin, c'est encore une fois, à chaque fois, trouver l'outil. Il n'y en a pas un meilleur dans l'absolu. C'est ce que disait aussi Valentin sur la question de l'adoption. De pas faire, encore une fois, il ne faut pas faire le numérique pour le numérique. Je pense que Valentin et moi, on est d'accord, alors qu'on bosse tous les deux sur les outils numériques. C'est pas imposer le numérique pour le numérique. C'est comme à chaque fois, c'est-à-dire voir les enjeux, voir le contexte et se dire, OK, déjà, est-ce qu'on a besoin du numérique? Oui, non, peut-être, tester. L'adoption, elle se fait en testant. Moi, à chaque fois que je mets en place des outils, en général, j'en propose 2-3.
en moyenne, il y en a 50% qui vont être adoptés. Ce n'est pas toujours les mêmes. Pourquoi? Pas d'explication forcément. Ça va dépendre des personnes, du moment, etc. Oui, moi, je viens de tester une des limites de l'outil à l'instant, en fait. Comme j'avais un problème comme mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, avait des problèmes de connexion Internet, je suis passé sur mon iPhone. Donc, ça se connecte très, très bien sur l'iPhone, on voit ce qui se passe, mais là, l'outil est complètement inutilisable. Donc, il faut quand même préciser que il y a un minimum de prérequis techniques et qu'on n'est pas encore dans l'outil dans la poche, quoi. Je veux dire, c'est pas... L'outil Voilà. n'est pas responsive, celui-là, en Voilà. tous les cas. Il est fait pour un écran de taille ordinateur, quoi. Il n'est pas De fait taille pour ordinateur, oui, ou une belle tablette. iPhone. Voilà. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment la simplicité versus les fonctionnalités. Là, on est sur un outil qui a quand même pas mal de fonctionnalités, donc on perd en simplicité d'utilisation. Okay. On va voir si Valentin peut nous faire une petite démo de Decidim. Oui, tout à fait. Un partage d'écran. Tout à fait. Alors, tac, normalement, vous allez voir mon écran maintenant. Alors, peut-être pour que... Alors, vous me dites quand vous voyez mon écran. Hein. C'est tout bon. Donc, je commence par vous montrer un petit peu le projet d'origine à Barcelone dont je parlais. Alors, Decidim, en réalité, c'est vraiment une plateforme qui va permettre donc plusieurs espaces en parallèle. Et donc, on voit par exemple qu'en ce moment, il y a des démarches qui sont menées par la ville de Barcelone, notamment des démarches qui étaient liées au contexte particulier du Covid. Et donc, je vais reprendre mon histoire de plan d'action municipal, parce que c'est sans doute ça qui est la démarche la plus parlante. C'est donc en 2016, la mairie a ouvert un appel à propositions très large, puisqu'on voit qu'après sélection des propositions qui sont retenues, on est encore à 8000 propositions. C'était vraiment une démarche avec quasiment 30 000 citoyens qui sont venus sur la plateforme, qui ont contribué, donc c'était des associations, c'était des citoyens à titre individuel, et puis on voit qu'ensuite, donc ils ont fait un certain nombre de propositions, que ces propositions ont donné lieu à des commentaires. Alors ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de commentaires à charger, mais on a des discussions avec des votes, etc., qui ont été rendus possibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses à voir. C'est tout d'abord que des rencontres ont été organisées en lien avec ces différentes propositions. Et donc, on voit ici que du coup, près de 400 événements ont eu lieu à Barcelone pour discuter des différentes propositions. Et donc, on peut zoomer sur la carte et se déplacer. Et à chaque fois, on a des rencontres. Alors, je tourne plus ou moins bien, mais normalement, voilà. On a des rencontres avec un détail de ce qui s'est dit lors de la rencontre, le nombre de participants, le nombre d'organisations qui étaient là et toutes les propositions qui ont été discutées dans ce cadre. Donc, on a les liens qui sont faits directement entre des événements physiques et des propositions. Voilà. Et donc là, on voit cette proposition de cet auteur a été discutée lors de 2 rendez-vous. En l'occurrence, il n'y a pas eu de commentaires et il n'y a eu que 2 votes, mais on a ce lien entre le physique et le numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que au terme de la démarche, ils ont été en mesure d'indiquer tout ce qui a été réalisé. Donc là, on avait bien une proposition qui émane d'un citoyen, qui a été discutée lors d'un rendez-vous physique et qui ensuite a été réalisée par la ville. Et la ville le dit ici, voilà, cette action-là a été réalisée à 100%. Et après, parfois, elle donne un peu de détails. Alors là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont reliées. Voilà, tous les événements lors desquels ces projets ont été discutés. Et là où c'est assez fort, c'est que la plateforme, en fait, a été créée pour avoir ce lien
entre du coup des grands plans d'action. À chaque fois, on a le détail de la catégorie citée. Donc là, c'était les mobilités soutenables dans un quartier particulier de Barcelone. Et donc, on peut remonter un peu comme des poupées russes de ce secteur de la mobilité durable. Ça faisait partie de toute la thématique de la transition écologique. Et dans cette thématique, la ville de Barcelone a mené 400 actions. Et on a le détail de tout ce qui a été mené par la ville de Barcelone durant son mandat précédent sur ce sujet-là. Et donc, à chaque fois, vous voyez, il y a des liens entre des propositions, des rencontres physiques et des résultats qui viennent restituer, rendre compte de ce qui a été fait. Donc ça, c'est un petit peu l'esprit de la plateforme. Alors, ensuite, si on le décline sur un cas d'usage français, donc je donne l'exemple de la ville d'Angers, qui s'est saisie de la plateforme de Decidim il y a maintenant quasiment 3 ans, et qui mène des démarches très, très différentes. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a à la fois du budget participatif, on a aussi des consultations. Donc là, par exemple, c'est une consultation qui vient d'être lancée sur un équipement, sur un parc qu'il faut réinventer. Et donc, on a une page de présentation de la démarche par la ville. Est-ce qu'on a une question par rapport à ce stade-là? Ouais. Comment la collectivité fait le lien entre ses propres outils de communication, c'est-à-dire son site internet, et la plateforme? Est-ce que c'est dans le site? Ça, elles le font plus ou moins bien. Comment on trouve la plateforme? Elles le font plus ou moins bien. Si on tape le nom de la ville, on tombe sur la plateforme? Ouais. Ou est-ce que c'est une sous-partie de leur site? Comment ça s'organise pour la repérer, quoi? Ouais, en général, ce qu'on recommande, c'est que, évidemment, elles conservent leur site à elles, qui fait tout le reste des sujets municipaux, et on leur recommande de mettre un lien, voire même une petite image, un petit encadré un peu permanent sur leur site pour détourner toutes les démarches participatives directement vers la plateforme. Et en fait, après, si on prend l'exemple d'Angers, par exemple, qui a essayé vraiment de pousser cette plateforme, en fait, ils ont attribué une sorte de charte graphique différente à la plateforme de participation. C'est-à-dire que la couleur majoritaire sur leur plateforme, c'est ce jaune, orange et un petit peu turquoise, là où les couleurs de la ville, c'est rouge et bleu. Donc ça dénote vraiment, et d'après ce qu'ils me disent, c'est que dès qu'il y a une démarche participative, il y a des grandes affiches dans la ville, etc., avec ce jeu de couleurs autour de la thématique jaune. Et donc, ils ont vraiment une démarche de communication assez forte, poussée pour identifier précisément la plateforme, son adresse URL directe, pour essayer d'attirer au maximum les gens. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a un défi aujourd'hui, avec le fait de ne pas pouvoir communiquer autant dans l'espace public, même si ça commence à revenir, mais en tout cas pendant les quelques mois précédents, ça a été assez compliqué parce qu'ils n'avaient que des moyens digitaux pour toucher les participants. Donc, c'était pas évident de continuer à attirer du monde. Mais du coup, donc, par exemple, là, sur ce dispositif, ils ont d'abord un temps de diagnostic qui vient de commencer avec tout simplement un questionnaire à remplir sur les usages de ce parc et la fréquentation, etc., etc. Puis, ils vont enchaîner ensuite avec un temps de co-construction sur lequel, même si là, pour l'instant, ça n'est pas déclaré, ils vont organiser un certain nombre de rencontres dans la ville pour approfondir ce diagnostic. Et donc, ils le détaillent bien ici dans les étapes de la démarche. Et ensuite, à la fin de l'année, il y aura un temps de restitution avec un projet final adopté lors des ateliers qui sera rendu public sur la plateforme. Qui sont tes interlocuteurs au sein de la collectivité locale? Est-ce qu'il y a une direction en particulier qui est moteur par rapport à ça? Oui, exactement. Alors, ça dépend un petit peu des collectivités. En général, pour les petites collectivités, il n'y a pas forcément de ressources dédiées à la participation numérique. Donc, on est soit sur les équipes de communication, soit parfois elles sont rattachées au cabinet.
soit sur des équipes un peu sectorielles qui s'occupent en particulier d'une démarche qui est motrice. Donc, par exemple, on a des petites villes où c'est tous les services qui sont engagés dans la transition écologique du territoire qui se servent de la plateforme pour animer les démarches. Et donc, c'est directement au sein de leurs équipes qu'on trouve nos interlocuteurs. Et puis parfois, sur des collectivités un peu plus grandes, c'est le cas d'Angers, il y a vraiment un service, voire même une mission dédiée à la démocratie participative et qui s'occupe de l'organisation des réunions de quartier, de tous les dispositifs classiques, et qui a hérité en plus donc de l'animation de la plateforme de consultation. D'accord. Voilà. Et donc, la plateforme Decidim est vraiment conçue sur ce modèle-là, c'est-à-dire que on a différents espaces de participation qui peuvent être complètement indépendants les uns des autres, hein, en termes de timing, de visuel, etc., etc. Et puis, du coup, on va avoir, vous voyez, ça change un petit peu. Il n'y a pas toujours les mêmes étapes et on peut avoir tout simplement des fonctionnalités différentes qui sont utilisées. Si je prends maintenant l'exemple, par exemple, de justement l'espace d'entraide qui a été mis en place à Angers pendant le confinement, du coup, on avait cette fois-ci un module de proposition et du coup, des habitants venaient proposer de l'aide ou alors justement la ville postait des demandes d'aide de la part d'habitants qui n'avaient pas forcément les moyens de se connecter, en précisant bien dans quel quartier c'était, etc., etc. Et du coup, donc, des participants ont pu se signaler, voilà, je veux aider les particuliers, je suis prêt pour faire du bénévolat dans tel quartier. Et là, la ville, du coup, récupère cette information, la transmet au service ou aux associations locales et ensuite permet donc la mise en relation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on peut adapter des catégories, des secteurs géographiques propres à chaque territoire, trier les propositions en fonction de leur statut, quelles ont été celles qui sont en cours d'évaluation, quelles ont été celles qui n'ont pas été retenues, par exemple. Il y avait certaines propositions qui n'ont pas dû être retenues, notamment parce qu'elles étaient complètement hors sujet ou alors que c'était de la publicité, ou etc. Et donc, elles apparaissent dans une section distincte de la plateforme. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du taux de retour, du contact, en fait, nombre de contacts utiles que vous avez sur la plateforme par rapport, mettons, au site classique de la mairie? Est-ce que ça enrichit beaucoup le site de la mairie? Oui. C'est vrai qu'à Angers, par exemple, c'est une plateforme qui existe depuis maintenant quelques temps et qui marche très bien. On voit qu'il y a quasiment 10 000 participants actifs, des gens qui ont fait quelque chose sur la plateforme. Soit ils ont voté pour un budget participatif, soit ils ont soumis une proposition, ils ont fait des commentaires, ils ont participé à des rencontres, ils ont répondu à un questionnaire. C'est pas des visiteurs, c'est des contributeurs. Non, ça c'est vraiment des contributeurs. Ouais, des contributeurs. Donc c'est à l'échelle de la ville, on commence à s'approcher des 10% d'adultes, presque. Oui. Donc ça commence à être quand même quelque chose d'assez sensible. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces démarches, elles gagnent aussi par la récurrence. C'est-à-dire que, évidemment, les premières années, on avait peut-être 500, 1000 participants. Et puis, le fait de revenir et de faire régulièrement des démarches et d'élargir un petit peu, faire différents secteurs, différents types de participation. Par exemple, dans le passé, il y a eu une démarche sur le club de hockey sur glace de Angers, qui visiblement est très bon, et qui a attiré tout le public qui était intéressé par ce club. Et donc, parce que c'était rénover la patinoire, etc., etc. Et donc, ça crée de la participation un petit peu d'opportunités sur des typologies de public bien particulières. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont un compte sur la plateforme, c'est plus simple pour eux d'être tenus informés et de participer au budget participatif suivant. Puis peut-être qu'ils habitent dans un quartier spécifique où justement il y a un projet de rénovation urbaine, donc ils vont venir regarder ce qui se passe. Voilà. Et donc, c'est vraiment sur cette hybridation qu'on crée de la participation durable grâce à des outils. Ils sont acteurs de la démocratie locale, quoi. Exactement. C'est les acteurs actifs de la démocratie locale qui ont un mot à dire et qui se sentent entendus. Mais moi, je vois ça comme un lien quand même très important entre la décision politique et la vision du citoyen, par quelque chose qui crée du lien, quoi. Alors, comme tu disais à Barcelone, en fait, ça sert de support aussi à la promotion des réunions physiques. Exactement. C'est vraiment une dynamique rencontre physique et capitalisation par le numérique qui fait qu'on rend plus les gens citoyens en fin de compte et acteurs de leur collectivité, de la décision publique, quoi.
Moi, si je peux me permettre, ce que je trouve particulièrement aussi intéressant, c'est l'aspect fil rouge, en fait. On avait pas mal discuté, Valentin, et on a un vrai enjeu aujourd'hui de capitaliser sur ce qui s'est passé et de pouvoir donner accès aussi aux citoyens à ce qui a été dit dans certaines réunions publiques, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le déroulement, en fait, du début d'un processus à la fin finalement d'une présentation. Et c'est aussi le fait de donner accès à cette information, c'est donner la légitimité de donner son avis, même quand on arrive par exemple, à la moitié d'une concertation. Exactement. Je peux faire part, si vous voulez, aussi de mon expérience sur la mise en place d'une plateforme. Alors, pas avec cet outil-là, hein, mais avec notre outil. Donc, à l'époque, j'étais au cabinet du maire d'une ville de 11 000 habitants qui voulait faire de la concertation. Et donc, on a mis en place cet outil-là. Et pour le coup, effectivement, on avait centralisé au niveau du cabinet et de la direction de la communication, j'allais dire la gestion de la plateforme. Ce qui était intéressant, c'est que le diagnostic qui avait été fait effectivement dans la ville, c'était que les habitants n'avaient pas suffisamment de retours sur les manifestations qui étaient faites, les concertations qui pouvaient être menées au sein des quartiers. En fait, ça permettait de mettre en avant à la fois de la transparence sur les projets et toute une ligne directrice sur comment étaient portés les projets. Parce que forcément, en plus, après, il y a un outil participatif qui est intéressant parce que pour le coup, il y a une boîte de dialogue qui permettait, avec un modérateur, hein, mais une boîte de dialogue qui permet aux citoyens de poser des questions qui ne font pas toujours en concertation publique. Parce que ils viennent pas, ou deux, ils n'osent pas prendre la parole. Et donc là, ça permet de libérer un peu la parole du citoyen qui va interroger, etc. Et qui peut également apporter des idées. Nous, on avait opté pour deux choix. On avait la boîte à idées où les citoyens pouvaient proposer des projets d'aménagement, enfin, quels que soient les projets sur la ville. Et ensuite, on avait les idées, les propositions de la ville, où là, il y avait vraiment un fil conducteur, les objectifs, le rétro-planning, les différentes étapes, la clôture des étapes et une vraie communication sur l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place. Donc, c'était vraiment facile d'usage et en termes de communication, très intéressant. Et du coup, on benchmark sur les politiques publiques. Et c'est ce que je ne sais plus qui a dit qu'il y avait un vrai fil conducteur sur le process, et c'est vrai. Qui se manque beaucoup dans les villes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les municipalités font beaucoup de projets, mais ont un véritable problème de visibilité à l'égard des citoyens sur ce qui est fait et développé. Et ensuite, dans la phase politique, on a tout un problème de fake news qui circule parce que on le voit en pleine campagne. Je vois sur les villes en région parisienne, on est en pleine campagne sur le second tour. Il y a des choses qui sortent qui sont complètement hallucinantes par rapport aux politiques qui ont été mises en place. Et donc, ça permet également d'avoir un véritable suivi des actions pour les citoyens. Et vraiment, j'ai trouvé ça très utile. Ça a été une value. Merci Sandra de cet apport. Il nous reste quelques minutes donc pour notre première matinale. Donc c'était très, très, très. Je suis ravi moi de voir que c'est quelque chose qui marche et qu'on va pouvoir débuter avec plaisir. On va laisser le mot de la conclusion à nos deux invités. Donc c'était le sujet de la matinée. C'est est-ce que le numérique est vraiment au service d'intelligence collective? Je vais laisser Gabi conclure pour sa partie et après Nicolas. Est-ce qu'on peut juste poser une dernière question? Une dernière question. J'ai juste une question très triviale, mais le coût. Ah voilà, on n'en a pas parlé, on ne voulait pas trop fâcher les gens ce matin. Et notamment parce que, voilà, est-ce qu'on peut le proposer à l'échelle d'un projet? Est-ce qu'il y a un coût qui est variable? Évidemment, si c'est un coût intégré à l'échelle d'une ville pour plusieurs projets ou sur un projet, juste avoir un ordre de grandeur, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut aborder cette question-là qui est quand même importante? 2 minutes, Valentin, c'est combien? Alors, ça dépend effectivement. Nous, on n'a pas un coût à la démarche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la plateforme, on peut faire autant de démarches qu'on veut. Et donc, on a un coût qui est lié alors, il y a deux parties, vraiment très techniques d'installation, de configuration de la plateforme et puis ensuite d'hébergement.
Et ensuite, on a un coût d'accompagnement pour former, donner des conseils, suivre les démarches, etc. Et donc, à l'échelle un peu standard d'une ville de taille moyenne et importante, on fait en sorte d'être dans une fourchette autour de 10-15 000 euros l'année, puisque c'est des démarches récurrentes. Donc, le but, c'est de les faire sur du temps long. Évidemment, pour des plus petites collectivités ou des plus petits acteurs, il y a aussi des tarifs adaptés avec potentiellement un tout petit peu moins de latitude dans la configuration, mais voilà, qui sont inférieurs. Mais ça, voilà. Peut-être pour dans les très grandes lignes. On l'a testé là sur paritaire d'envol. Bon, après, ça n'a pas vraiment démarré, mais en tout cas, ils l'ont acheté. Ils sont intéressés et donc on peut l'intégrer par exemple dans un budget d'une action un peu large de participation ou de choses de ce type-là. Tout à fait. C'est effectivement ce qu'on avait fait pour la ville dans laquelle je travaillais, c'est-à-dire que c'était passé sur le budget communication de la ville. Donc voilà, donc on l'avait greffé sur le budget et effectivement la plateforme qui nous avait mis en place le dispositif nous avait fait un outil simplifié avec des actions limitées mais qui correspondaient à l'usage qu'on souhaitait en faire. Voilà, et c'était dans ces ordres, c'était un peu moins cher. Voilà, on devait être entre 5 et 8 000, je ne me rappelle plus, mais voilà, c'était un budget adapté pour une ville de 11 000 habitants, donc c'est accessible en fait à tous. C'est intéressant. Et après, est-ce qu'on a besoin de pléthore d'outils pour voilà. Moi, je suis pour la simplicité parce qu'il ne faut pas perdre non plus derrière l'usager et donc l'utilisateur. Voilà. En conclusion. Je veux bien commencer, puis Gabriel finira la conclusion. Du coup, déjà, merci pour cette invitation et puis votre participation. Je pense que c'est une période assez intéressante pour ce genre d'outils parce que c'est vrai qu'on est obligé de recomposer un petit peu ce qu'on disait d'habitude. Ça reste des outils qui sont complexes pour un certain public. On sait aujourd'hui en France qu'il y a un tiers des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés avec le numérique. Donc ceux-là, forcément, c'est compliqué de les toucher avec ce genre de démarche. Et voilà, nous, on sait que les outils progressent à la fois en étendue de fonctionnalités et aussi quand même en simplification des usages sur un plan vraiment expérience utilisateur, esthétique, etc. Mais ça reste des outils quand même encore complexes, qui sont pas du coup automatiques, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se poser la question au moment de lancer une démarche si c'est le bon outil. Il y a peut-être des choses plus simples pour d'autres échelles, pour d'autres formats. Et par contre, c'est des outils qui, une fois bien utilisés, apportent vraiment quelque chose. Ça j'en suis convaincu. Pour répondre à la question de Philippe, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des outils d'intelligence collective à grande échelle qui permettent de prendre des décisions, de garder la trace de ces décisions dans le temps et de combiner du physique, du distanciel et des modalités de participation assez élargies, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant pour ça, à suivre et puis potentiellement effectivement à intégrer dans des missions qu'on pourrait mener ensemble. Voilà. Merci. Je vais compléter, je pense que tout a été un peu dit, mais je pense vraiment, je vais réinsister sur la question de à chaque fois se poser la question du public. Quel public on vise, que ça soit en interne, vraiment dans nos boîtes respectives ou en collaboratif avec les partenaires, voire avec les clients. Donc, vraiment se poser la question du public, encore la simplicité, etc. Et pour répondre à la question de Philippe, pour moi, c'est comme tout outil, c'est-à-dire que ça vient en complément. Quand vous décidez d'animer un atelier ou une réunion, en présentiel, vous allez vous poser la question de OK, est-ce qu'on va faire post-it? Est-ce qu'on va faire de la prise de notes, vraiment notes? Est-ce qu'on va faire de la prise de notes un peu visuelle? Et là, sur le numérique, c'est exactement pareil. C'est des outils qui viennent en complément. Si ça permet de toucher un public plus large, tant mieux. C'est le but aussi, c'est se poser la question de, effectivement, ceux qui vont pas passer par ces outils, vers quoi on passe, ceux qui vont être facilités par l'utilisation de ces outils.
Nous, typiquement, là, pour l'exemple d'une asso dont je fais partie, on a profité du confinement pour se dire, OK, c'est une asso qui fait beaucoup de journalistes, qui fait beaucoup de visites, de formations, etc. Mais pas du tout branché numérique. Là, on s'est retrouvé en disant, OK, on annule tous les ateliers, toutes les formations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces quelques mois où on va pas pouvoir se voir? Du coup, on s'est mis aux formations vraiment en ligne, alors via des outils, etc. Et alors là, ça a été révélateur de la fracture Paris versus province. C'est-à-dire que journalistes très parisien-centrés, on s'est retrouvé avec des formations avec tous les journalistes qui n'habitent pas Paris, qui ont dit c'est génial, surtout vous arrêtez pas avec la fin du confinement. Pour une fois, on n'a pas besoin de bloquer toute une demi-journée pour venir à Paris, pour suivre la formation. Donc ça a été pour le coup révélateur, effectivement une période intéressante, révélateur de problématiques en fait qu'on avait un peu évoquées, mais où on n'avait pas été directement confronté. Donc ça permet aussi des nouveaux usages. C'est pas pour ça qu'on va arrêter les formations en présentiel, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un mot à retenir, c'est complémentaire. C'est des outils qui sont complémentaires aux utilisations habituelles en présentiel, etc. Merci beaucoup. Mais il est 9h59. On est absolument géniaux. On fait ça en 1 heure, on est dans les temps. Donc on se retrouve pour la prochaine matinale le 6 juillet sur la place de la transition écologique dans la commande publique avec l'UGAP, juristes, etc. Pour une formule pareille de 9h, 10h30. Et merci à tous et moi je vous souhaite une bonne matinée.